libération, devant les murs des fusillés d'Aïs, nous avons invité des jeunes de 13 pays à une rencontre avec l'histoire. Cette histoire de la libération d'octobre 1943 à août 1944 illustre la marche pour la liberté et le prix de la liberté. Ici, 21 nationalités étaient emprisonnées, de toutes opinions, de toutes sensibilités, opposant à Hitler, Mussolini, Franco et Pétain. Ces 21 nationalités ont su se parler, débattre, négocier, proposer, combattre et s'entendre sur l'essentiel, pour un retour de la paix, de la justice et de la liberté. À ce titre, Aix est un haut lieu de l'histoire et de la conscience européenne. Vous voici au cœur de la prison des hommes libres. Une abbaye bénédictine, bâtie sur un site gallo-romain, redevenue prison pour enfants, centrale, puis maison de concentration. Octobre 1943, la guerre est à un tournant. La résistance s'amplifie, mais la répression s'accroît. Pour parer de multiples évasions de ces prisons, Vichy décide de regrouper 1400 résistants de 24 prisons françaises dans la maison de concentration d'Aix qui compte alors 200 places. Aix est un bagne et les bagnards n'ont aucun droit. Libération. C'est l'objectif des résistants d'Aix, c'est d'abord se libérer de la condition de bagnard et redevenir des citoyens. Pendant 5 mois, ils ont su reconquérir une à une des libertés fondamentales, pouvoir s'exprimer librement, circuler à l'intérieur de la prison, lire, s'éduquer, se réunir. Toutes ces libertés ont été obtenues pacifiquement par la négociation de délégués élus par les résistants avec le directeur de la prison. Cette République libre d'Aix avait son drapeau, son hymne et son organisation militaire clandestine. Cette République des 21 nationalités emprisonnées était une République solidaire. Le partage des colis était une condition de survie pour faire face à la famine dans les prisons françaises. Mais le partage s'étendait aussi aux connaissances, avec la création d'une véritable université des savoirs, où chacun pouvait apprendre de l'autre et apprendre à l'autre. Dont la figure emblématique était le futur prix Nobel, Georges Charpak. Avec cette phrase de lui, à Aix, j'ai beaucoup appris et modestement enseigné. Pour souligner l'importance de l'éducation et de la culture comme vecteur du développement humain, voici le dernier livre qu'a lu Domènech Servetto, républicain espagnol, père de famille, fusillé ici. L'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Lui qui allait mourir s'intéressait à l'éducation. 2 événements majeurs soulignent l'existence de cette République. Le 10 octobre 1943, la manifestation pacifique de 1200 résistants dans la cour de la prison face à 150 GMR pour exiger le maintien en zone sud de 180 internés administratifs qui allaient être livrés en zone nord aux Allemands pour être déportés. Cette manifestation a débouché là aussi avec succès sur une négociation avec les autorités. Résultat, ces internés, emprisonnés sans procès, sont restés en zone sud et n'ont pas été déportés. Le 16 janvier 1944, vous l'avez vu dans le film, le général de Gaulle, présent à un meeting au cœur de la prison, sous la forme d'un portrait peint, symbolise l'unité de la résistance. Ici s'est tenue la seule réunion publique libre de la résistance dans la France de Vichy, appelant à la libération et se référant au programme du CNR pour bâtir une économie orientée vers l'intérêt général et une société plus juste. Le processus de libération s'amplifie. Il vise à quitter la prison pour rejoindre les maquis et contribuer à la libération du pays. Première évasion pacifique avec l'aide de gardiens en décembre 1943, d'un émissaire pour contacter la résistance extérieure et obtenir un soutien de 60 commandos des corps francs en appui à une évasion globale prévue entre Noël 1943
et jour de l'an 44. Seconde évasion pacifique, de 50 membres de l'intelligence service enfermés dans ce bâtiment derrière vous, le quartier cellulaire, le 3 janvier 1943, là aussi avec l'aide de gardiens. Eux ne croyaient pas à une évasion globale. Ils ont donc fait leur Brexit avant l'heure. La conséquence de cette évasion était dommageable pour le projet d'évasion globale. Vichy a renforcé la surveillance et la répression dans la prison, nommé un directeur milicien, installé des blindages et des mitrailleuses dans les miradors. Malgré ces contraintes, le 19 février 1944, la plus grande tentative d'évasion de la Seconde Guerre mondiale se prépare sous l'égide du CNR, du Conseil national de la résistance. Elle amène les résistants à prendre pacifiquement le contrôle total de la prison. Mais la découverte impromptue de cette prise de la Bastille genevoise alerte la garde extérieure composée de 600 gendarmes mobiles, bientôt aidés par 2000 miliciens et par l'artillerie allemande. Une bataille asymétrique de plusieurs heures s'enclenche, menée par des commandos de résistants, parmi lesquels les plus sportifs d'entre eux. Ce n'est pas un hasard si parmi les 12 fusillés d'Ace, il y avait 4 sportifs de haut niveau. Ils avaient l'esprit d'équipe et l'entraînement sportif. Ils ont donc été en première ligne. Gabriel Pelouse et Alexandre Marquis, que le club de rugby de Villeneuve va honorer cet après-midi, dans un match hommage, se souvenant dans cette capitale du rugby à 13, que Pétain avait interdit le rugby à 13 le 19 décembre 1941. La reddition qui a suivi cette bataille a là aussi été négociée sur la base d'un engagement des autorités d'absence de représailles. Parole non tenue. Hormis cet épisode de combat, toute l'action des résistants d'Ace pendant des mois a été une action pacifique et unitaire. Une insurrection républicaine s'en était trop pour Darnan. Sa prison modèle est devenue une prison rebelle. Le ministre se déplace en personne pour exiger l'exécution de 50 otages enfermés là derrière, au quartier cellulaire. Le préfet du Lot-et-Garonne, André Soyon, et le commissaire de police de Toulouse, Laoury, résistant, réussissent à épargner 36 otages. Le mercredi 23 février, entre 4h et 7h du matin, 14 résistants comparaissent dans la buanderie devant une cour martiale. Cette institution venait d'être créée un mois plus tôt par Vichy. Cour composée de 3 juges miliciens anonymes nommés par décret par le gouvernement. Ces cours martiales condamnaient à mort sans délai, sans débat, sans avocat et donc sans défense possible. 12 sont aussitôt condamnés à mort. Le même jour, à 11h du matin, 12 résistants sont attachés à des poteaux le long de ces 2 murs d'enceinte, derrière moi et sur le petit côté, au pied des miradors. Là où sont leurs plaques, ils chantent contre nous de la tyrannie, la Marseillaise. En face, là où vous êtes, le peloton d'exécution. 72 GMR, 36 à genoux, 36 debout. En échangeant sa vie contre une femme prise en otage par un islamiste, le colonel de gendarmerie Beltrame nous a rappelé l'année dernière que la gendarmerie était le dernier rempart de la République. Au-delà de cette limite, le recours à l'armée ou à une milice, c'est la dictature. En franchissant cette limite, en 1944, les GMR ont montré la nature violente de Vichy, ce glissement de l'État français vers l'État milicien. Le champ côté mur, repris par 38 autres otages enfermés dans le quartier cellulaire, là derrière vous, entre ces 2 cœurs d'hommes, les fusils prêts à tirer. La vie d'un côté, la mort de l'autre. Quand le lieutenant qui commandait le peloton a crié « Feu !», une salve, 72 balles ont été tirées, et pourtant, la plupart des résistants étaient toujours en vie, comme le montre l'impact des balles encore visible sur le mur. Beaucoup de gendarmes avaient tiré à côté.
le lieutenant a dû venir achever chacun de ces hommes. Ces hommes ont été exécutés au nom de l'État français. Poursuivi après-guerre, leur assassin a été relaxé, au motif qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. L'obéissance absolue à l'ordre établi, c'est bien là le problème. C'est l'essence même du nazisme. Le préfet, lui, a continué de désobéir et d'agir pour faire libérer 70 résistants entre début mars et fin mai. Cela lui a valu d'être arrêté par la Gestapo et déporté à son tour, pris de son libre arbitre. Obéissance de l'un, désobéissance de l'autre. Liberté de choix, toujours pour nous tous, pour exercer notre liberté. Ces 12-là, vous l'avez vu hier au cimetière Sainte-Catherine, ont été enterrés clandestinement de nuit dans une fosse avec l'interdiction faite à la population de venir à l'enterrement et de fleurir leur tombe. Et pourtant, chaque jour, jusqu'à la libération, leur tombe a été fleurie par la population de Villeneuve. Dans cette cour, et durant ces 3 jours, vous avez été en haut de l'iceberg de la Seconde Guerre mondiale, résultant de la Grande Guerre de 14-18, de la crise de 29 et du basculement des États européens vers des régimes autoritaires. Cette cour des fusillés d'Aix témoigne de ce face-à-face résistance Vichy, de la nazification de la justice, de l'administration pénitentiaire et des forces de l'ordre sous l'égide du ministère de l'Intérieur. D'un côté, le processus de libération et de restauration de la République française, de l'autre, l'acharnement milicien et nazi à réprimer jusqu'au bout. Crimes de guerre, rafles et déportations à la Capelle-Biron, pendaisons et déportations à Tulle, déportations d'Est, tous se retrouvant dans les mêmes convois du 18 juin et du 2 juillet 1944 de Compiègne à Dachau. Et apothéose de l'horreur, le massacre d'Oradour, crime contre l'humanité, perpétué après le débarquement allié par la même division d'Eichsreich agissant dans ces 4 lieux. Un hommage national a été rendu l'an dernier à ces 12 fusillés. Devant ce mur, le consul d'Allemagne a déposé avec des déportés une poignée du terre de camp de Dachau. Mais il pourrait y avoir aussi une poignée de terre du camp d'Auschwitz, pour ne citer que Arpad Haas, juriste, résistant, juif hongrois, et Eugène Erkovitch, dentiste résistant, juif tchèque, ont été emprisonnés ici. Après avoir purgé leur peine en 1943, ils n'ont pas été libérés, mais internés au camp du Vernet, puis transférés à Drancy comme juifs et déportés à Auschwitz le 30 mai 1944, le jour même où Daïs Reich déportait 1200 résistants d'Aïs, et parmi eux, de nombreux juifs résistants. On ne peut comprendre l'essence du nazisme qu'en prenant en compte la totalité de la répression, déportation raciale et déportation politique dans les camps. Là-bas, la souffrance qui les attendait, la faim, le froid, la soif, la maladie, les coups, le travail forcé, les appels interminables, la terreur permanente. 400 sont morts là-bas. Et parmi eux, disparus dans la nuit et le brouillard des camps, André Lolland, William Batzer, rejoints dans les mêmes convois par ceux de Tulle et de la Capelle-Biron, et parmi eux, le maréchal Ferrand, Raymond Comière, torturé par la Gestapo d'Agen. Tous laissant leur famille avec ce vide, en quête de leurs racines, et présents ici, pour honorer leur chair disparue. Tandis qu'ici, la prison d'Aix se remplissait de nouveau, le 19 août 1944, en même temps qu'ils libèrent Villeneuve-sur-Lot, les maquis libèrent 240 résistants encore emprisonnés.